famille a appelées les cellules intermédiaires. Je comprends votre question sous l'angle du fait des contre-pouvoirs ou des moyens de protection qui ne soient pas nécessairement le pouvoir institutionnel et le pouvoir politique. C'est une question qui renvoie à l'étude de l'architecture des pouvoirs dans nos États. Je suis d'avis avec vous que le pouvoir à lui-même, il ne protège pas assez parce qu'il court derrière des intérêts qui ne sont pas souvent des intérêts rationnels. Et l'influence de celui qui est au pouvoir sur les institutions, le risque d'influence est toujours très élevé, même pour les institutions supposées être les plus démocratiques, en tout cas les plus anciennes. On a vu récemment aux États-Unis où la démocratie américaine a été mise à l'épreuve par le fait de Donald Trump qui remettait en cause des élections, ce qui suppose faire douter de la sincérité du processus et de la moralité des institutions démocratiques américaines. Je crois que ces tentatives ou ce qu'il a essayé, beaucoup de chefs d'État africains l'ont réussi ici. S'ils n'ont pas réussi à le faire aux États-Unis, c'est qu'ils sont parvenus à créer un système d'autorégulation institutionnelle qui est parvenu à contrecarrer ou à empêcher qu'un tel projet à caractère individuel, en tout cas ou partisan, puisse prospérer. Et je crois que l'image du Congrès qui a été envahi par des Américains avec un degré de violence très élevé, je crois que même Hollywood, malgré sa capacité d'anticipation, n'avait jamais montré un tel scénario pour qu'on pense que c'est possible. Malgré qu'ils ont créé Barack Obama à travers David Palmer dans 24 heures chrono, 8 ans avant qu'il ne soit président. Mais ceci n'a pas été prévu. Alors c'est pour vous dire que les sociétés humaines ne sont jamais à l'abri des mutations. D'ailleurs, elles sont tout le temps en mutation. Elles ne sont jamais à l'abri. Quels que soient les contre-pouvoirs qu'on fait, il y a toujours des risques de dérapage. Alors je pense que pour le cas de nos États, il faut beaucoup travailler sur le social. Ce social, ça ramène encore à ma réponse de tout à l'heure, que les gens comprennent que le pouvoir est fait pour les servir, pas pour se servir d'eux. Quand vous parlez de la famille, par exemple, la famille, c'est la première cellule d'éducation. C'est pourquoi c'est important que chacun de nous, dans ce qu'il inculque à ses enfants, qu'ils puissent intégrer beaucoup de choses. On ne doit pas se contenter que de leur apprendre la religion et le social, comme on dit Jokeren. Il faut leur apprendre le vivre ensemble, l'acceptation des autres, leur rôle vis-à-vis des institutions, leur rôle vis-à-vis de leurs concitoyens. Ce sont des choses qu'on ne fait pas assez dans certaines familles aujourd'hui, pour ne pas dire dans toute la famille, mais c'est extrêmement important. Dans ma vision, j'ai pensé par exemple pour le système éducatif, l'encadrement des enfants. Avant, je ne sais pas si ça existe jusqu'à présent, je n'ai pas vérifié, il y avait les associations des parents d'élèves dans nos écoles. Je parle de la Guinée, je ne connais pas ce qui se passe au Sénégal, je suppose que ça existe ici aussi. Mais les associations des parents d'élèves étaient très puissantes et elles étaient des relais et également des interlocuteurs de discussion avec les directions des écoles. Moi, par exemple, mon père savait mon résultat avant moi. Parce que à la fin de l'année, avant la publication des résultats finaux, les associations des parents d'élèves se retrouvent avec le corps enseignant pour discuter et ils font des observations sur chaque élève. Donc, je pouvais le savoir parce que quand mon père rentrait, tout dépendait du degré de fierté qu'il avait par rapport à mes résultats. Et ce qui est intéressant par rapport à cette histoire, c'est le fait que les parents eux-mêmes sont en compétition. Parce que lorsque ton enfant étudie bien, tu as toujours tendance à parler de lui auprès de tes amis. Et tes amis sont les parents des autres enfants. Donc, lorsque tu dis que mon enfant, cette fois-ci, a été premier de sa classe avec telle moyenne, tu parles à ton ami qui est le parent de l'enfant qui n'a pas eu une bonne moyenne, et tout de suite, il rentre à la maison pour dire « tu m'as humilié aujourd'hui ». Parce que tu n'as rien foutu, et ça met une pression sur lui pour veiller sur toi afin que toi aussi, tu puisses monter en puissance. Alors, dans mon idée, c'est de faire de ces associations-là, non pas des structures informelles, mais des structures encadrées qui pourraient travailler sous l'autorité, par exemple, du conseil communal. Et qu'on ait un collège des associations des parents d'élèves, parce que l'encadrement pour l'éducation de l'enfant, c'est à la fois l'instruction académique et l'éducation sociale. Tant que les deux ne sont pas ensemble et que ça marche,
il n'y a aucune chance que les citoyens soient au service du développement. À langue Pulaar, je ne sais pas si vous parlez Pulaar, mais à langue Pulaar, il se dit Kujikuma Fatagandal. Quelle que soit votre intelligence, quels que soient vos diplômes, si vous êtes d'un mauvais caractère, vous serez une mauvaise personne pour la société. C'est ce que ça veut dire. Donc, il ne sert à rien qu'on construise des écoles pour faire des diplômés si on rate leur éducation sociale. Ça n'a pas de sens. Tous les pays qui se sont développés par le caractère des citoyens, non pas forcément leurs compétences. Les compétences constituent des outils. Mais pour savoir se servir d'un outil, il faut d'abord avoir un caractère et une intention. Une arme, ça sert à défendre tout comme ça sert à faire du mal. Ça dépend du caractère de celui qui en fait usage. Donc, j'ai répondu à votre question en donnant des petits exemples anecdotiques d'illustration. J'espère que ça vous convient. Parfait. Alors, vous m'avez posé la question sur le mot refondation. C'est une coïncidence. Peut-être c'est eux qui ont copié notre refondation. Mais ils ont mal copié, parce qu'après, ce qu'ils sont en train de faire, ça n'a pas de sens par rapport à une refondation. L'autre visage de la Guinée que nous ambitionnons, nous en parlons au niveau de notre projet de société en tant que parti politique. D'abord, la première priorité, qui est la refondation des institutions de l'État. Nous, au modèle, nous ne croyons pas au centralisme de la gouvernance politique. Le système de la Guinée, qui est un système présidentialiste, ultra d'ailleurs, ce n'est pas un bon système, parce que ça a toujours créé des hommes qui ont voulu s'imposer sur tout le monde. Et c'est pourquoi ça donne l'impression, chaque fois qu'un président change en Guinée, on pense que cette fois-ci c'est bon. C'est parce que toute l'attention est portée sur un individu. Et un individu, qui qu'il soit, quel que soit son degré d'intelligence, à lui seul, il ne peut pas développer, il ne peut pas, sans des collaborateurs, sans des institutions, sans une base. Mais lui, il doit donner le bon exemple. Alors nous pensons qu'en Guinée, la concentration des pouvoirs au niveau du président et de l'exécutif, c'est une très mauvaise chose parce que ça nous a produit plutôt un système écrasant et les populations n'ont pas pratiquement l'exercice du pouvoir à la base. Raison pour laquelle, dans notre vision, nous parlons de la fin de ce centralisme de gestion. Plutôt, il faudrait réussir une décentralisation et faire en sorte que ce soit les élus locaux qui aient plus de pouvoir pour le développement économique et social que le président de la République derrière lequel tout le monde court pour obtenir des décrets. En Guinée, par exemple, il y a ce qu'on appelle le budget de souveraineté du président, qui est effectivement une caisse de corruption et d'achat de conscience. On peut faire voter un budget pour un homme sans qu'il y ait un contrôle ni a priori ni a posteriori. Il ne se justifie pas là-dessus. Il peut dépenser jusqu'à 1 milliard de francs guinéens par jour. Au nom de quoi on peut donner autant d'argent, autant de pouvoir à un seul homme? Même s'il est intelligent, même s'il a envie de bien faire, il a tendance à en abuser. Parce que vous savez, vous donnez de l'argent, vous donnez tellement d'attention à une seule personne, c'est humain. À un moment donné, c'est la tentation humaine qui va vous amener à dire, mais cet argent-là, qu'est-ce que je dois en faire? Vous fabriquez des troubadours, vous financez des programmes de propagande, et tous les jours, ce sont les mêmes personnes qui viennent vous dire, après Dieu c'est vous. À un moment donné, ils peuvent même venir dire, je crois que même Dieu ne peut pas t'enlever ici, et toi aussi tu finis par croire. Donc il faut mettre fin à ce centralisme de gouvernance, ce centralisme de gestion politique, et imposer un modèle qui puisse repartir le pouvoir à la base. Je donne des cours de géopolitique et d'analyse des systèmes politiques en Guinée. Ce que je sais, l'une des démocraties considérées la plus stable, pour ne pas dire la plus parfaite, c'est le modèle suisse. Le modèle suisse, le système politique, c'est un modèle qui est basé sur le partage du pouvoir. En Suisse, c'est difficile, voire même impossible, qu'un seul parti gagne les élections ou qu'un seul parti constitue le gouvernement. C'est un système qui a imposé une répartition du pouvoir politique de sorte que chacun est obligé de faire de la coalition et élargir cette coalition pour pouvoir gouverner. Et les coalitions, l'avantage des coalitions, c'est lorsque la gouvernance montre ses limites, les coalitions peuvent faire tomber le gouvernement et que cela provoque des élections anticipées pour qu'on puisse reprendre un autre cycle. Parce que la gouvernance, c'est une question de cycle. À un moment donné, ça va s'essouffler. Et si on ne met pas quelque chose de nouveau, on ne met pas de l'oxygène là-dedans, ça risque de ne pas marcher. Mais chez nous, ce n'est pas cyclique.
La culture électorale n'existe pas, ça reste, que ce soit bien ou pas, ça doit rester. Donc la culture du chef, tout est ancré au niveau d'une seule personne. Donc, puisque vous m'avez posé la question à quoi ressemblerait la Guinée, la question de la gouvernance économique, nous pensons que notre pays qui est essentiellement minier n'a pas tiré profit de ses ressources minières par le fait de son faible niveau de préparation à l'exploitation des mines. Nous ne pouvons pas simplement responsabiliser les compagnies, les licences qui ont été signées, mais on ne peut pas comprendre qu'un pays, après plus de 60 ans, ayant établi son premier cadastre minier pendant la colonisation, les mines en Guinée, on nous a toujours enseigné ça comme étant un scandale géologique et toutes les théories dans nos écoles. Mais que ce pays ne puisse pas opter pour développer les meilleures filières d'enseignement dans le domaine minier. C'est comme si on est surpris de nos ressources. On va me chanter le Mondimba tous les jours. Mais il faudrait bien qu'on me montre quelles sont les écoles qui ont formé les cadres qui peuvent travailler à exploiter le Mondimba au profit de la Guinée. Sinon, ça ne sert à rien. Ça reste une montagne qu'on peut observer. Vous avez des pays qui avaient le désert et qui sont parvenus à développer l'agriculture sur le désert par le fait de la formation des ressources humaines. Mais chez nous, on est prêt à crier au scandale des ressources naturelles, mais les ressources humaines, c'est une catastrophe. Ceux qui en savent quelque chose, on n'en veut pas. Ceux qui ne savent rien sont là-bas et tous les jours, ils pensent qu'à en tirer profit. Donc l'économie, pour nous, il faudrait réorienter. Le secteur de l'éducation doit être un secteur essentiel pour pouvoir amorcer un développement économique et social de la Guinée. Sans les ressources humaines, rien n'est possible. Et aujourd'hui, nous constatons que les filières de formation en Guinée ne sont pas forcément en adéquation avec ceux dont on a besoin. Vous avez tellement de domaines dans lesquels il faut trouver de l'expertise étrangère parce que nous n'en développons pas, précisément de ces derniers temps. Bon, je pense que ça doit être un peu lié au contexte, c'est juste son avis. La Guinée, le Sénégal, le Mali, la Côte d'Ivoire et tous ces pays, nous avons des liens qu'à mon avis que la politique ne peut pas dissocier. Je ne pense pas, quels que soient les extrémistes qu'on peut avoir au pouvoir, je ne sais pas, le monde bouge tellement vite que certains peuvent toujours avoir comme projet politique le populisme qui consiste à faire de la xénophobie quelquefois, stigmatisation des étrangers pour pouvoir susciter des émotions. Mais pour le moment, pour ce qui se passe ici, je pense qu'il faut le mettre d'abord dans un contexte marginal et également le mettre dans un contexte préélectoral. C'est une question de positionnement. Je ne suis pas très près les discours des différents acteurs, donc je ne m'aventurerai pas à juger tel ou tel. Mais je ne pense pas qu'on est arrivé à un niveau où il faut s'inquiéter. Que des Guinéens du Sénégal soient traités négativement, je ne pense pas. Ce pays a la chance d'avoir quand même construit quelque chose d'inédit en Afrique ou dans la sous-région. Une structure morale forte, une structure sociale forte, qui fait qu'à un moment donné, quels que soient les dirigeants, quelles que soient les divergences, il y a des personnes qui sont capables de leur parler et qu'ils écoutent. Ça, c'est essentiel. Je crois que c'est l'une des plus grandes réussites de Senghor en particulier. Je connais un peu le pays, ma mère a grandi ici. Mes deux parents se sont rencontrés aussi ici pour se marier. J'ai beaucoup de familles au Sénégal. Alors, je pense qu'il ne faut pas être catastrophiste. Certes, on ne peut pas maîtriser tout, mais un homme politique sénégalais dont la vision ou le projet politique serait de stigmatiser les étrangers, je ne pense pas qu'il pourra prospérer. Néanmoins, ce que je vais exhorter aux uns aux autres, c'est de toujours être respectueux des institutions, des lois et des valeurs des pays dans lesquels nous vivons. C'est extrêmement important. Mêlons-nous de ce qui nous regarde. Ce qui ne nous regarde pas, il faut avoir du respect pour eux et les laisser faire. Il faut savoir se limiter là où vos droits se limitent. Il ne faut pas faire des excès, il ne faut pas exagérer, il ne faut pas se donner des légèretés. Parce que quelquefois, ça se pose comme problème chez nous. Je vous donne un exemple.
J'ai connu quelques Guinéens vivant en Angola qui m'ont expliqué à un certain moment la source principale de leurs problèmes. C'est qu'ils sont venus, ils ont tellement fait des mosquées, je n'ai rien contre les mosquées, mais en plus de faire des mosquées, ils se sont donnés comme une sorte de mission d'islamisation. Ils faisaient les minarets, ils faisaient les heures de prière, alors ça perturbait beaucoup, ce n'est pas un pays musulman. Ils les ont trouvés au point de les stigmatiser pour dire ces cafres-là ne connaissent rien, etc., etc. Ils étaient très méprisants. Vous savez, ce sont des frustrations de ce genre qui sont remontées aux autorités et les autorités prennent des responsabilités parce qu'après tout, c'est leur pays. Je crois que la question de la religion, même Dieu nous a recommandé de la pratiquer dans notre intimité. On n'a pas à blâmer quelqu'un qui ne souhaite pas le faire. Je crois que tout est réglementé. Il ne faut pas que nous, on se donne trop de pouvoir, qu'on soit ultra suffisant au point de vouloir imposer aux autres ce qu'ils doivent faire ou de se mêler de ce qui ne nous regarde pas. Les questions politiques au Sénégal, peut-être pour les Guinéens qui ont la double nationalité, si ça les concerne, ils peuvent l'exercer. Mais les autres qui n'en ont pas et qui ne sont pas concernés, ne vous embarquez pas là-dedans parce que ça ne vous regarde pas. Donc je crois qu'il faut éviter de frustrer les gens et respecter la culture. Merci. Donc, chers militants, chers sympathisants, chers Guinéens, chers Africains, c'est un honneur pour nous de vous avoir ici, parmi nous, pour assister à cette conférence, ici, dans la salle de Alioune Diop au CICES. Au nom de la Fédération Modèle Sénégal, dirigée par Mme Diallo Salimatoussi, nous vous disons merci. Merci d'avoir effectué ce déplacement. Merci d'être venus ici nombreux. Merci pour vos échanges, pour les questions-réponses. Merci à tout le monde. À tout le monde. À tout le monde. Le merci, c'est pour tout le monde. Donc, au nom de la Fédération, au nom de délégation venue de la Guinée conduite par le président, nous vous souhaitons vraiment de rentrer dans les bonnes conditions dans vos familles respectives. C'est le mot que nous avons. C'est le seul mot en 5 lettres. Merci et 1000 merci. Je vous remercie.